Bonjour à tous. Alors, j'ai compté un petit peu tout à l'heure, je crois qu'on est au moins 74 là, entre les personnes qui sont connectées et les personnes qui sont autour, parce qu'on a 2 ou 3 salles où ils sont plusieurs et on vous remercie. On vous remercie de votre présence à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour notre deuxième GAGConf en 2 ans, qui avait vu le jour pendant la période Covid pardon, et le report du congrès d'il y a 2 ans. Ça avait été un fort succès et ça avait bien fonctionné et ça avait répondu à un certain nombre d'attentes. Donc on a décidé de garder ce format-là, de reproposer ce format-là quand il y a des choses d'actualité à partager au niveau, enfin, sur le territoire, quoi. Voilà l'idée. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cédric Paris. Je suis actuellement le président du GAG depuis fin 2019. Je participe aux travaux du GAG depuis 2003, depuis les débuts. Et voilà. Et pour quelques semaines, quelques jours, quelques heures, je suis animateur en EHPAD dans les Alpes-Maritimes. Voilà, donc cette conférence, elle a 2 axes principaux. Un premier axe qui va fonctionner sur le service civique, sur le développement, l'accueil de jeunes en service civique dans les établissements pour personnes âgées. Donc ça, c'est la première version. En gros, c'est comment laisser et comment faire de la place aux jeunes. Il y a 2 volets pour la place aux jeunes. L'un, c'est l'accueil de stagiaires en animation. Donc, on a eu l'occasion, puis on aura l'occasion d'en reparler avec le développement du bac pro animation à EPA. Et le deuxième volet, ce sont l'accueil de jeunes en service civique. Donc là, le GAG a développé un partenariat avec l'association SC2S il y a quelques temps. Ça est en train de se développer de manière intense pour que l'on devienne partenaire, le GAG et SC2S, de l'accueil de ces jeunes dans les établissements pour personnes âgées. Donc je remercie particulièrement Cécile Piguel aujourd'hui qui se joint à nous, qui va représenter donc l'association SC2S. Et on va avoir David Seguela, notre coordonnateur général, qui va manager un petit peu ce temps-là, puisqu'il est dédié particulièrement au développement du service civique au niveau national, en partenariat naturellement avec le volet formation et Sylvie Martinez, qui est notre ingénieur en formation au niveau du GAG. Merci à Myriam et à Pauline qui vont être des témoins aujourd'hui par rapport à leur pratique, avec 2 visions différentes, 2 niveaux de lecture. Une en tant qu'ancienne animatrice et en tant que directrice adjointe aujourd'hui, d'adjointe de direction aujourd'hui, et une seconde qui est Pauline Alain, qui est animatrice en France, quelque part en France, vers la capitale. Voilà. Donc ça, c'est une première partie des interventions. Une seconde partie où on a la chance que Bernard Hervy va pouvoir nous accompagner encore longtemps par rapport à l'évolution de la charte de l'animation. La charte de l'animation qui a été développée il y a fort longtemps maintenant. On se souvient tous un petit peu des réunions, enfin certains des réunions, je pense en Ardèche notamment, où on bachotait un petit peu cette charte de l'animation qui avait vu le jour grâce au GAG, encore une fois, et particulièrement, il faut le dire, grâce à Bernard Hervy. Un toilettage de cette charte est nécessaire, elle était nécessaire. Donc ça y est, ça a commencé. Il y a eu bon nombre de réflexions sur le sujet. Et tout au cours de l'année, le toilettage et l'évolution de la charte va se faire. Il y a des consultations, donc il y en a une aujourd'hui par exemple. Il y en a lors des salons H3. Il y en a eu un à Rennes il y a peu. Et ce temps, il y a un temps dédié à la discussion autour de la charte, a réuni fort de nombreuses personnes. Voilà, donc on est extrêmement satisfait du déroulement. Bernard nous en dira plus sur le sujet, naturellement. Voilà, 2 temps dédiés. Un sur l'accueil des jeunes avec le service civique senior et un temps sur la pratique professionnelle, l'évolution de la pratique professionnelle en passant par la charte qui débouchera, Bernard en parlera probablement, sur un code déontologique à un moment donné. Voilà. Mais écoutez, je vais laisser la parole à David. S'il le souhaite, si quelqu'un veut compléter. Merci Cédric. Beaucoup. Impeccable. Juste avant de céder la parole à Cécile Piguel et à Michael Achard, juste quelques éléments complémentaires par rapport à ce que disait Cédric. Effectivement, le service civique existe a été créé le 10 mars 2010
entré en vigueur le 13 mars de la même année. Au départ, donc c'était un dispositif qui s'adresse vraiment à tout public. Donc le GAG avait relayé l'information de la création de ce dispositif, mais n'a jamais pris de position officielle par rapport à l'accueil de jeunes en service civique avec le public spécifique des personnes âgées. Là, ce qui était intéressant, c'était que le dispositif devient de plus en plus spécifique avec vraiment tout un programme qui va vous être expliqué, donné en détail par Cécile tout à l'heure. Donc ça nous semblait vraiment intéressant d'être partenaire de cette action-là, parce que pour nous, il nous semble évident que les animateurs ont un rôle particulièrement important à jouer dans ce dispositif-là. 4 notions vraiment essentielles sur lesquelles on attirera vos attentions directement ou en filigrane dans les interventions. Il y a vraiment une distinction forte à faire entre un volontaire qui s'engage dans le cadre du service civique, un stagiaire, un bénévole et un salarié. On est vraiment dans 4 cadres d'intervention totalement différents, mais vraiment complémentaires. Donc nous, le GAG, on est vraiment là aussi pour affirmer de façon forte et claire notre soutien au dispositif, mais aussi pour affirmer quelque chose qui nous semble primordial. Les volontaires ne doivent pas se substituer à des salariés, notamment les animateurs. Ce sont des garants de la réussite des missions des jeunes. Donc pour nous, c'est important de réussir cette conjugaison des actions et des interventions. Et nous sommes particulièrement sensibles aussi, et ça, on le retrouve vraiment, c'est des préoccupations aussi qu'on a retrouvées dans les conventions de AC2S. La formation des jeunes et la formation des tuteurs sont 2 aspects prépondérants, c'est-à-dire que dans notre secteur, on peut dire qu'il manque des personnes, on peut le souligner, ça peut être le cas, mais on insiste très souvent, nous, au niveau du GAG, pour souligner que c'est la qualité de la formation des intervenants qui est aussi déterminante. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de monde, mais qui sont là juste parce qu'ils ont envie de bien faire, mais qu'ils ne savent pas comment agir, vous pouvez avoir plus de difficultés qu'avec un nombre plus réduit d'intervenants, mais qui sont compétents. Voilà, cette petite introduction très courte pour laisser désormais la parole à Cécile. Impeccable, merci. Donc bonjour à tous. Donc, je suis Cécile Piguel, en charge notamment des partenariats nationaux pour Service civique Solidarité Senior. Donc, nous avons des échanges, notamment avec David, depuis plusieurs mois déjà. Donc, voilà, je suis contente de pouvoir aujourd'hui vous présenter le dispositif et ce qu'on propose. Et je suis donc accompagnée de Michael Achard, qui est coordinateur régional pour le Centre Val-de-Loire. Et qui pourra, donc je vais vous présenter un peu de manière générale le dispositif et notre offre d'accompagnement. Et puis, Michael pourra rentrer plus dans le détail et répondre à toutes vos questions, parce que c'est lui qui est sur le terrain avec son équipe et au contact des structures d'accueil. Donc, Service civique Solidarité Senior est né d'un constat partagé par un grand nombre d'acteurs et vous aussi probablement, qui est l'isolement des personnes âgées. Et cet isolement qui s'est accentué, aggravé aussi avec la crise sanitaire. Et selon le baromètre des petits frères des pauvres, aujourd'hui, il y a quand même 2,5 millions de personnes âgées qui souffrent régulièrement ou très régulièrement de solitude. Et parallèlement à ce constat, le service civique, comme indiqué David, est né il y a déjà plusieurs années, et les acteurs avaient déjà pu observer les bienfaits en fait de cette action des jeunes volontaires auprès des personnes âgées. Et fort de ce constat-là, donc il a été annoncé par Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en charge de l'autonomie auprès du ministère des Solidarités, de créer 10 000 missions de service civique, donc de développer massivement en fait les missions de service civique auprès des personnes âgées isolées. Et donc, c'est pourquoi la mobilisation SC2S a été lancée. Donc, quelques mois plus tard, en mars 2021, on a fêté, il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, les 1 an de l'association. Alors, du coup, je ne sais pas si on a une petite vidéo de présentation que j'ai mis là, mais je ne sais pas si vous pouvez... J'essaye de l'ouvrir avec Google. Il faut la surligner
et la remettre, je pense. Donc, je ne sais pas si vous y allez y arriver ou pas. D'appréhension, on s'est dit qu'en fait, il suffisait d'un sourire pour qu'une discussion puisse commencer, un lien commence à se nouer. Le service civique senior, c'est d'accompagner les seniors et de faire des activités avec eux, de reprendre une vie active, communiquer, le social surtout. J'apprends à prendre confiance en moi justement pour échanger avec eux. On remplace jamais vraiment ses grands-parents, mais c'est vrai que on s'y attache. On est là tous les jours, on les voit évoluer, on échange avec eux, ils nous parlent de leur vie. Comment ? Vous avez fait des strikes ? Oui. Oui, ça leur apporte une découverte du milieu professionnel. Ça leur permet aussi de découvrir tout ce qu'est une structure sanitaire et sociale. J'aime les mots croisés. Ça, je le sais un peu. Et ils sont durs. Ils sont trop durs pour vous. Ah là, ces semaines, ils sont trop durs pour moi. Ils doivent être super durs. Alors, c'est trop dur pour vous, alors j'imagine pas pour nous. C'est plus un ensemble de bons souvenirs, de bons moments qu'on passe. C'est un peu étrange, on se rapproche vachement en fait de personnes qui étaient complètement des inconnus. Parfois on vient très amicaux, on a envie que la personne aille mieux et donc la voir aller mieux, ça nous fait nous sentir vraiment très bien. On s'est bien parlé de mon bouquin ou d'un programme de télé, tout ça. Comme j'apprends beaucoup d'eux aussi, j'apprends quelque chose. Je les adore. De passer me voir quand même tous les jours pour me dire est-ce que tu as besoin de quelque chose. On apporte de la joie, de la bonne humeur. Et on rigole bien aussi. Des moments forts, on en a un peu tous les jours, à vrai dire. On n'a pas forcément de routine. Après la revue de presse, on fait en fait des petites animations, notamment une animation qui était un quiz musical. Les jeunes ont apporté beaucoup à nos personnes âgées qui, à l'heure actuelle, sont confinées sur la structure. Ils leur apportent un regard extérieur. Ils partagent avec eux leurs différences culturelles, générationnelles. Est-ce que ça vous dit que je vous mette un petit bracelet ? Oui. Ça symbolisera le moment qu'on a passé ensemble. C'est beau, hein ? Oui, merci. Je suis contente de voir les jeunes. Ils sont tous charmants. Il n'y en a pas un plus que l'autre. Je les aime tous. Moi qui est un vieux comme ça, là, on voit que les petits jeunes qui viennent, qui s'occupent de nous. Je leur dis bravo. Oui, donc voilà, c'est une vidéo de présentation qui a été créée au moment du lancement de la mobilisation. Donc voilà, c'était un peu pour illustrer à la fois ce que ça peut apporter aux jeunes et aux personnes bénéficiaires. Et voilà, la force justement de ces relations intergénérationnelles, comme on dit. Donc effectivement, donc la mobilisation, comme je vous disais, elle a été créée par un grand nombre d'acteurs et notamment à l'initiative d'Unicité, qui est un peu notre association mère, sœur, grande sœur, qui est une association donc, que vous connaissez peut-être, hein, qui est vraiment un acteur incontournable du service civique et avec le soutien de Malakoff Humanis. Donc voilà, c'est important, c'est notre financeur pour toute cette mobilisation, toute l'équipe et voilà, toute la communication et tout ce qu'on met en place, l'accompagnement qu'on propose est financé par Malakoff Humanis. Donc il y a aussi Mona Lisa qui a été partie prenante dans la création de cette mobilisation et toujours donc en lien avec le ministère en charge de l'autonomie d'une part et le secrétariat d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement d'autre part. Et bien sûr l'agence du service civique. Et depuis un an, donc on a un grand nombre de structures qui nous ont rejoints. Donc voilà, vous avez quelques exemples entre parenthèses, sachant que là on met des noms voilà, d'acteurs nationaux, mais la mobilisation c'est aussi un grand nombre de structures voilà, sur chaque territoire qui ne font pas forcément non plus toujours partie de grands réseaux nationaux. Et donc voilà, un grand nombre, plusieurs centaines de structures d'accueil depuis un an qui ont donc accueilli des volontaires voilà, dans leurs établissements. On peut passer à la slide suivante. Donc
service civique, solidarité senior. Donc, il y a 4 enjeux dont qu'on évoquait donc à l'instant, notamment donc sur d'une part la rupture avec l'isolement social des personnes âgées. Il y a aussi une dimension d'accompagnement au bien vieillir, avec, vous verrez dans les exemples de missions, mais beaucoup d'actions autour de la prévention sur différentes thématiques et de l'accompagnement, voilà, l'action numérique, etc. Et du point de vue des jeunes, c'est aussi, ce qui est important pour nous, c'est aussi de promouvoir les métiers du grand âge, les métiers du social, du sanitaire et social, et notamment du grand âge auprès des volontaires. Et de développer aussi, d'accompagner vers d'autres formes d'engagement, qu'ils soient professionnels ou bénévoles. Voilà, donc en gros, comme je vous le disais, on intègre un grand nombre d'acteurs et l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire ensemble, de construire ensemble. Donc, il y a une organisation au niveau national et au niveau régional, avec notamment des comités d'orientation. Et c'est pour ça qu'on utilise vraiment le terme de mobilisation. C'est vraiment un rassemblement d'acteurs. On ne se situe pas à Unicité ou à d'autres structures qui proposent de l'intermédiation, par exemple. L'idée, c'est vraiment de faire tous ensemble et d'ancrer vraiment le service civique dans le secteur du grand âge, que vraiment il se développe de façon massive, mais aussi de façon qualitative. On propose un socle de formation et d'échange de pratiques qu'on vous présentera juste après pour les volontaires et également pour les tuteurs. Voilà. Et bien sûr, on s'engage aussi à évaluer régulièrement et à mesurer l'impact de notre action et de ce dispositif. Alors, pour rappeler en quelques mots le service civique de manière générale, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Donc, en fait, c'est vraiment un programme d'engagement, donc un engagement volontaire de la part des jeunes qui vont consacrer 6 à 12 mois de leur vie au service de l'intérêt général et donc en l'occurrence ici auprès des personnes âgées. Donc les structures qui sont éligibles sont des structures à but non lucratif, donc associations, mutuelles, etc. Certaines entreprises de l'économie sociale et solidaire également, et toutes les structures publiques et collectivités locales. Donc, en sont exclues les structures privées à but lucratif. Donc, les jeunes qui peuvent être accueillis en service civique sont les jeunes de 16 à 25 ans et possibilité d'aller jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Ce qui est important de dire aussi, c'est que ces jeunes sont accueillis sans prérequis de diplôme, sans prérequis d'expérience. Donc, voilà, on l'évoquera sûrement après. En fait, il n'y a pas d'exigence. On ne peut pas demander à ce que le jeune ait des compétences ou des diplômes ou voilà, des choses comme ça quand on recrute l'accueil de jeunes, quand on recrute des jeunes. Donc, sur la durée, comme je vous le disais, c'est des missions de 6 à 12 mois. Donc, nous, on constate surtout des missions autour de 8 mois, 6-8 mois. Sur un temps de 24 à 35 heures par semaine. Et pareil, en général, on est plutôt autour de 28 heures de façon à ce qu'il y ait au moins une journée par semaine où le jeune puisse se consacrer à d'autres choses et notamment à son projet d'avenir. Donc, voilà. Donc, il y a un certain nombre d'obligations pour la structure d'accueil, naturellement. Et notamment de désigner un tuteur. Donc, c'est vraiment important. Le tuteur va assurer l'accompagnement du jeune tout au long de sa mission. Et il y a donc des formations qui sont en dehors du socle proposées par EC2S, des formations qui sont obligatoires dans le cadre légal du service civique. Donc là, on vous exposera tout ça après. Et puis donc il y a une prestation. Donc le jeune reçoit une indemnité. Donc, il y a une partie qui est prise en charge par l'État, qui est versée par l'État, et une petite
partie qui s'appelle la prestation de subsistance et qui est à la charge de la structure d'accueil. Donc voilà, vos structures. Sachant que Service Civique Solidarité Senior propose, sous certaines conditions, une prise en charge totale ou partielle de cette prestation de subsistance. Voilà, on pourra répondre à vos questions là-dessus si vous en avez. Donc, pour récapituler, en fait, donc, SC2S, ce qu'on propose, c'est à la fois donc, cette animation collective et locale de tous les acteurs. Et ensuite, concrètement, on peut vous aider à chaque étape, en fait, dans ce projet d'accueil de volontaires, et notamment vous aider à définir les missions des volontaires en service civique, afin qu'elles rentrent bien, justement, dans le cadre qu'évoquait David tout à l'heure. On peut vous aider aussi au recrutement des volontaires, si besoin. Cet accompagnement, en fait, il s'adapte vraiment à vos besoins. Donc là, c'est un peu une forme générale. Et ensuite, les collègues en région sont là pour vous accompagner vraiment selon vos besoins et selon votre réalité et vos moyens. Pour les structures qui n'ont pas d'agrément, donc on propose de l'intermédiation. Donc pour être structure d'accueil, il faut être donc éligible, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais également disposer d'un agrément pour l'accueil de volontaires en service civique. Donc soit votre structure bénéficie de cet agrément, soit on propose de l'intermédiation, et ça signifie que c'est nous qui portons juridiquement le jeune. C'est avec nous qui fait le contrat, et en fait, systématiquement, on le met à disposition auprès de votre structure. Et donc, ça implique aussi forcément la gestion administrative liée à l'accueil de volontaires. On propose également donc, un socle commun donc de formation et d'échange de pratiques, d'accompagnement en projet d'avenir. Donc, il y a une slide juste après qui vous le présente plus en détail. Dans la continuité, en fait, dans cette logique-là, j'avais pas fini sur celle d'avant, pardon. J'en étais au 6. Et donc, du coup, on propose également au mois d'avril, actuellement, là, depuis hier et jusqu'à demain, des forums pour les volontaires de façon à ce qu'ils puissent découvrir les formations, les métiers. Je crois, David, que tu participes à un de ces forums, il me semble, non sur la présentation du métier. Voilà. Demain, parfait. Donc voilà, comment poursuivre en fait son engagement. Et donc, comme je vous le disais, on propose un soutien financier, le cas échéant, pour diversifier les profils. Parce que effectivement, le soutien, la prise en charge qu'on va proposer permet de vous aider si vous accueillez des jeunes qui sont éloignés des dispositifs, de l'insertion et de l'emploi. Donc je vois les questions en même temps, mais en fait l'agrément qui est nécessaire, c'est vraiment un agrément spécifique service civique. En général, si vous l'avez, vous le savez. Après, soit c'est la structure en elle-même qui prend un agrément, soit vous faites partie d'un réseau type FEAP, UNIOPS, etc., qui, eux, disposent de cet agrément et le mettent à disposition de leurs adhérents. Donc là, voilà, on a fini sur cette slide. Et donc, pour finir sur cette présentation un peu générale, ça revient à ce que je vous disais. Effectivement, il y a 3 modalités différentes. Soit, donc là, dans notre jargon interne, la modalité 1, c'est lorsque votre structure dispose, comme je vous le disais, ou a accès à un agrément service civique. Et donc, dans ce cas-là, donc il n'y a pas cette dimension juridique, administrative de notre côté, mais par contre, vous pouvez intégrer la mobilisation en faisant participer vos jeunes au socle commun, en participant à la valorisation de ce partenariat et du fait que vous accueillez des jeunes, et en disposant également d'un accompagnement si besoin sur l'ensemble des éléments que je vous indiquais tout à l'heure. La modalité 2, c'est donc quand vous n'avez pas d'agrément et qu'on va proposer une intermédiation. Tout le reste est pareil, c'est-à-dire que les jeunes ils vont bénéficier aussi du socle, ils vont
également, votre structure et le tuteur vont bénéficier d'un accompagnement. Et la seule différence, comme je vous le disais, c'est qu'on va s'occuper de la gestion administrative et avoir la responsabilité juridique du jeune ou des jeunes. Et la modalité 3, c'est pour, je ne sais pas si c'est... s'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées ici, en fait, c'est lorsque vous souhaitez accueillir des volontaires pour des missions, pour une présence assez partielle dans votre structure. Donc, ça va être notamment le cas pour notamment pour des structures qui s'occupent qui proposent des visites à domicile. Donc, par exemple, vous allez avoir un binôme de volontaires qui va venir, par exemple, une journée par semaine dans vos services et va rencontrer des personnes âgées à domicile. Dans les établissements, afin qu'il y ait vraiment une construction de projets, notamment en termes d'animation collective et de lien avec les personnes, on recommande plutôt d'accueillir des volontaires en modalité 1 ou 2, donc sur un temps plus complet. Je vais laisser la parole à Michael pour poursuivre la présentation. Pour préciser sur la modalité 3, c'est vrai que ça vous concerne moins parce que en fait, c'est des volontaires qui dépendent de l'association Unicité. Donc en effet, ça arrive qu'il y ait un partenariat avec un EHPAD ou une structure de personnes âgées. Et donc ils viennent une fois dans la semaine ou une fois tous les 15 jours pour faire une activité avec les personnes âgées. Mais c'est vrai que la démarche n'est pas du tout la même que la modalité 1 et 2, où les volontaires sont vraiment mis à disposition de la structure et ils sont là vraiment toute la durée de leur mission. Juste pour vous donner un peu de concret, comment ça se passe quand on valide l'accueil de volontaires dans une structure d'accueil. Voici un peu une sorte de rétro-planning. D'abord avec la structure, donc on va définir les missions des volontaires. Vous de votre côté, vous identifiez un tuteur qui sera là pour accompagner le volontaire pendant la mission, le ou les volontaires. On va publier l'offre de mission et faire des entretiens avec les volontaires qui auront postulé, recruter les volontaires. Dans l'idéal, on est plutôt sur un binôme de volontaires et on recrute dans la diversité. C'est vraiment ça la philosophie du dispositif chez SC2S. On va évidemment pas recruter sur les compétences, sur leur CV, puisqu'on n'est pas là pour remplacer un salarié. On recrute sur la motivation et la diversité. Ensuite, on s'occupe aussi de la gestion administrative, c'est-à-dire les contrats, les mises à disposition, tout ce qui est la gestion avec le site de l'État, d'Elisa pour le paiement des indemnités du volontaire. On fait une réunion de démarrage, on signe les contrats et les volontaires du coup débutent leur mission. Il y a un suivi qui va se faire tout au long de la durée des missions des volontaires, un soutien aux tuteurs. Il y a l'inscription aussi des volontaires aux formations, au socle de qualité. Voilà, l'idée c'est en fait de vous faciliter l'accueil des volontaires dans votre structure, que ce soit sur le plan administratif, de formation, l'aide au recrutement, le suivi des volontaires. Voilà, en quelques mots. Alors aussi, ça va varier en fonction de la modalité, ce qu'on vous a parlé juste au-dessus, hein, si vous avez un agrément ou non, si vous avez l'habitude d'accueillir des volontaires, l'accompagnement, il sera adapté, il sera différent suivant votre situation. Voilà, je pense qu'on peut passer la slide. Sur les missions en elles-mêmes, donc elles peuvent être assez variées. L'objectif, comme vous l'avez dit, c'était pas de remplacer un salariat. Hein. On est sur des missions complémentaires à la structure, donc on peut pas mettre un volontaire qui fasse de la comptabilité ou qui soit à l'accueil d'une structure. On est vraiment plutôt sur de la création de liens sociaux. Hier, on faisait un lancement à Tours. Il y avait 8 volontaires qui débutaient leur mission au CCAS de Tours, donc un binôme dans chaque EHPAD de la ville. Et l'un des soignants a dit finalement, vous êtes là pour faire une tâche qu'on n'a plus le temps de faire, c'est juste vous asseoir et discuter avec les résidents. Donc ça va être ça aussi le sens de la mission, c'est créer du lien social, et la création de ce lien social passe par différentes activités, que ce soit des visites en chambre, le partage, l'échange autour des passions.
Ça peut être aussi des animations qui sont collectives, évidemment en lien avec ce qui est proposé déjà dans les structures d'accueil. Voilà, de manière générale, favoriser le mieux vivre ensemble. Juste pour terminer sur ça, c'est que 50% de la mission au minimum doit être dédiée à la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Donc ça arrive qu'il y ait des structures qui proposent 50% de la mission va être sur de l'environnement et 50% sur de la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Voilà. Sur l'aspect qualitatif, vu que c'est vraiment ça l'idée, c'est de proposer un service civique qui soit qualitatif pour les volontaires et leur donner des opportunités. On a un socle de formation, voilà, sur une mission de 8 mois, un peu type. Alors on va former d'un côté les tuteurs qui vont accompagner les volontaires et de l'autre les volontaires. Ce qui concerne les tuteurs, ça va être les formations en rouge. Il y a des formations qui sont obligatoires, c'est demandé dans tous les cas par l'État. Avant l'accueil des volontaires, vous avez une journée dédiée à l'accueil des volontaires en service civique. Et puis après, vous avez au mois 2 et au mois 5 2 demi-journées dédiées à l'accompagnement des volontaires pendant la mission et le projet d'avenir et le bilan nominatif. Donc il faut faire au moins cette formation la première année que vous accueillez les volontaires. Pour les volontaires, donc on leur propose ce socle qualité. Vous constaterez que lors du premier mois, on leur propose toutes les formations, on va dire, initiales sur qu'est-ce qu'une personne âgée. Donc une formation d'une journée personne âgée isolement, une formation d'une demi-journée acteurs et solutions du bien vieillir, une formation d'une journée comment accompagner les personnes âgées. Et après, vous retrouvez 2 types de formations. On a de l'accompagnement au projet d'avenir, c'est ce que vous voyez qui s'appelle APA au mois 2, au mois 4, au mois 6. C'est des demi-journées dédiées au projet d'avenir du volontaire. Donc ensemble, on va essayer d'identifier leurs compétences, leurs connaissances d'eux-mêmes pour qu'ils arrivent à se projeter et qu'ils définissent un projet d'avenir. Et enfin, pareil, au mois 2, au mois 4 et au mois 6, vous allez retrouver les EDP, c'est des échanges de pratiques entre volontaires. Là, l'objectif, c'est qu'il y a un professionnel extérieur qui puisse faire le point avec les volontaires, qui puisse s'exprimer, voir qu'est-ce qui va pas dans leur mission ou qu'est-ce qui va bien et essayer de trouver ensemble des solutions. Voilà, l'ensemble de ces formations a été pensé avec les professionnels, soit du grand âge, soit de la jeunesse, que ce soit la Ligue de l'enseignement, Unicité. Il y a Famille Rurale, il y a Ciel Bleu, il y a les Petits Frères des Pauvres, etc. Voilà, on a essayé de penser à un socle qui puisse donner vraiment les qualités suffisantes pour que la mission se passe au mieux pour les volontaires. Et il me semble que c'est fini pour la slide. Et puis en plus, je respecte le timing, vous aurez remarqué. Félicitations. Ouais, bravo, sincèrement, bravo. Ça laisse peut-être juste une question avant de donner la parole peut-être à Cécile, si tu as peut-être un mot de conclusion aussi, mais il y a peut-être un enchaînement avant des témoignages de Pauline et de Myriam. Sur le tuteur, doit-il obligatoirement être un professionnel de la structure? Un bénévole motivé présent peut-il remplir ce rôle? Oui, tout à fait. Ouais. C'est complètement possible. Hein. La chose importante, c'est que la personne doit être présente, notamment particulièrement au début pour accompagner les volontaires. Donc que ce soit un bénévole, un administrateur d'une structure ou un professionnel. Cédric, vas-y. Et après, Pauline. La question a été posée concrètement, localement, comment doivent rentrer en contact les animateurs qui sont présents là avec nous, avec SC2S, comment ça se passe? Il y a une slide qui est passée peut-être un peu vite. Oui, en fait, l'idée, c'est que dans la mesure où vous faites partie d'entités juridiques différentes, etc., il n'y aura pas forcément, on doit un peu finaliser ça avec David, mais il n'y aura pas forcément une centralisation. Donc, en fait, effectivement, l'idée, c'est que vous puissiez prendre contact avec les coordinateurs régionaux. Donc, on a une équipe nationale, voilà, et ensuite, on a des équipes régionales avec un coordinateur et des chargés de développement.
Donc, le coordinateur, donc la dernière slide, effectivement, on vous la transmettra, il n'y a pas de problème. Donc, ce sont les contacts avec les coordinateurs régionaux, comme Michael. Voilà, on est 13, ils sont 13 plutôt. Et donc, en fait, voilà, pour répondre à vos besoins, vos questions, et ensuite, vous serez en lien avec le ou la chargée de développement du département, globalement, sur lequel vous vous situez. Dans tous les cas, je suppose qu'on retrouve tout sur le site. Plus ou moins. D'accord. Donc, on mettra la slide à disposition des participants. Le plus sûr, c'est de contacter votre coordinateur régional. Le site internet, oui, a priori. Bon, après, vous voyez, des fois, par exemple, notre collègue de Citani, sur le PowerPoint, c'est actualisé parce que je l'ai actualisé, mais sur le site internet, je ne sais pas si c'est encore actualisé, par exemple. Vous voyez, comme elle nous a quittés il y a 3-4 jours. Mais voilà, on pourra, voilà, je vais retransmettre les contacts à David ou ce PowerPoint qui pourra vous être envoyé. Ou sinon, vous pouvez aussi vous signaler auprès de, je ne sais pas, hein, David, s'il y en a des à présent qui souhaitent être contactés, voilà, on peut aussi me transmettre une liste de personnes que je redis à mes collègues. On va relayer toutes les infos majeures sur GAG Pro pour tous ceux qui voudront en accès pour tout le monde, il n'y aura pas de souci. Merci Cécile, merci Michael. Exactement, merci beaucoup. Pauline, Myriam. Alors, je vois Pauline à l'écran, je ne vois pas Myriam. Donc, Pauline, peut-être si tu veux faire... Je sais que vous allez plutôt interagir toutes les deux pour partager vos expériences. Donc, je te laisse la main. Et Myriam, voilà. Eh ben voilà, je vois Myriam aussi. Super, c'est parti. Bonjour à tous, je suis Pauline Alain, je suis animatrice coordonnatrice dans un EHPAD en région parisienne, à Ivry-sur-Seine. Et moi, j'ai une double expérience avec le service civique, c'est que j'ai été moi-même service civique volontaire en 2010, dans la première mouture, et j'accueille des services civiques. Bonjour, Myriam Lacoste. Donc, j'ai une expérience de 20 ans en tant que responsable de la vie sociale au sein d'un EHPAD et depuis voilà, un peu plus d'1 an et demi, je suis adjointe de direction dans un autre EHPAD. Et moi, j'ai pu encadrer des services civiques dans le développement des activités de la vie sociale et surtout dans le cadre de la rupture de l'isolement. Je pense que peut-être ce qu'on peut dire en premier, Myriam, mais après, du coup, avec Myriam, on a préparé quelque chose qui est un dialogue, en fait. Voilà, on va dialoguer un peu toutes les deux sur nos expériences. Moi, ce que je peux vous dire de mon expérience en tant que service civique volontaire à l'époque, bon, c'était un petit peu différent, mais pas tant que ça finalement. C'était il y a 10 ans, c'était la première mouture. C'est qu'en effet, c'est un engagement qui permet pour un jeune de se poser. En tout cas, pour moi, ça a été le cas, de se poser pendant 1 an, de se poser des questions, en effet, sur son avenir, sur qu'est-ce qu'on veut faire, de découvrir des métiers, mais aussi de donner une force d'engagement. Je pense que les jeunes, quand même, qui rentrent en service civique, ils ont cette conscience qu'ils vont donner de leur temps pour s'engager dans une mission d'utilité publique. Et ça, c'est une vraie chance pour nous, en tant qu'animateurs, d'avoir des gens qui sont volontaires pour s'engager dans une mission d'utilité publique. Ils ont vraiment conscience du fait, d'abord, qu'ils veulent être utiles et qu'ils vont être utiles dans une mission d'utilité publique, donc en effet qui ne remplace pas un métier, qui ne remplace pas du bénévolat, qui ne remplace rien en fait, mais qui est quelque chose de supplémentaire. Et ça, pour le coup, c'est la deuxième casquette. En tant qu'animatrice coordonnatrice, les services civiques que j'accueille et que j'accompagne, je leur fais bien comprendre qu'ils ne font pas mon métier, que j'ai aussi des bénévoles qui font pas la même chose et que eux, ils vont pouvoir me proposer des projets, on va d'ailleurs déterminer ensemble, qui vont être à la fois quelque chose qu'on peut proposer dans le service animation, enfin, qui va, disons, étoffer le service animation, mais qui sera aussi un peu en dehors. C'est-à-dire qu'ils auront vraiment des missions propres. Et ça, je trouve que c'est assez important pour éviter de confondre et de mélanger ce qu'on s'est dit tout à l'heure, de mélanger les stagiaires, les services civiques, les bénévoles, les volontaires, nos collègues animateurs, par exemple. Voilà. Essayez de ne pas faire un gloubi-boulga de tout ça, mais bien déterminer chacun ses missions. C'est très important. Dans ma carrière, au tout début, quand j'ai accueilli les premiers services civiques, je pense que c'est une erreur que j'ai pu faire
mettre un peu tout le monde sur le même plan et de ne pas vraiment comprendre qu'il y avait vraiment des enjeux différents pour chacun. Maintenant, pour moi, c'est très très clair et je pense que ça aide beaucoup les jeunes et les autres professionnels et les bénévoles et les stagiaires. Chacun s'y retrouve avec des missions propres. Alors moi, je rejoins assez Pauline par rapport à ses propos. Moi, j'ai accueilli pendant 2 ans des services civiques dans le cadre d'un partenariat, au sein de la communauté d'agglomération qui avait la compétence personnes âgées et qui, pour le coup, s'était fixé comme objectif sur le territoire de rompre l'isolement des personnes âgées. Et donc, cette communauté d'agglomération accompagnait les structures d'hébergement, les structures de services à domicile, mais aussi le centre social du territoire qui développait un service senior dans cette mission. Et dans ce cadre-là, a recruté des services civiques et les mettait à disposition en fait des établissements en contrepartie d'une ouverture sur l'extérieur. En fait, les établissements avaient ces services civiques, mais permettaient à tous les seniors du territoire de pouvoir participer à des activités au sein des établissements ou dans le partage d'activités inter-établissements, interstructures. Nous, dès le départ, on a fait le choix justement, pour pas mélanger les missions, d'apporter une plus-value à la vie sociale, parce que concrètement, on se rendait compte que l'isolement, même s'ils sont tous ensemble dans un EHPAD, et des fois ils ont du mal à se mettre en lien entre eux, les personnes âgées, et que ces jeunes pouvaient créer du lien entre les seniors sur des temps où justement les professionnels peuvent être occupés à d'autres choses. Et c'était vraiment dans un esprit d'échange. Ces jeunes aussi ont participé à toutes les activités multimédia qu'on avait mis en place pour les seniors. Donc, ce n'était pas eux qui menaient l'activité, mais ils étaient là en fait pour partager avec les résidents et l'animateur multimédia en fait leur expérience de l'outil et accompagner les personnes âgées et leur transmettre en fait leur savoir. Moi, en tant que tuteur, en fait, j'ai pu constater que c'était important que ces jeunes soient accompagnés parce que généralement, quand on fait un service civique, comme le disait Pauline, il y a un engagement, il y a une vocation, pas dans une maison de retraite comme ça, sans y avoir réfléchi, et que ces jeunes, s'ils ne sont pas accompagnés, ils peuvent être confrontés à certaines difficultés, rentrer dans une maison de retraite, être confrontés au grand âge, rentrer en lien avec des personnes âgées qui font pas confiance comme ça du premier abord. Et puis aussi l'adaptation des activités et prendre en compte les besoins, ça doit être accompagné. Et la réussite d'un service civique, c'est vraiment qu'il soit en lien avec des professionnels sur l'établissement. Je suis tout à fait d'accord sur le principe que d'ailleurs, on le voit, moi je vois dans ma pratique, à chaque fois que j'accueille un service civique, il y a des missions, disons, un petit peu de base, il y a un cahier des charges de base que je vais lui proposer, vérifier s'il y adhère, mais ensuite, on se laisse quand même la liberté, vu que justement, on ne va pas juger, entre guillemets, évaluer les diplômes de la personne qu'on accueille en service civique, on va plutôt évaluer de son engagement, de sa motivation, de ses envies et aussi de ses passions, de ce qu'il sait faire. Et c'est ces choses-là qu'on va essayer de valoriser. Donc, on peut mettre en place des projets qui sont assez intéressants. Moi, j'ai l'occasion cette année d'avoir une jeune fille qui est très, très forte en anglais, mais qui, à côté de ça, du coup, voulait faire de l'écriture. Et bien, du coup, elle a pris en charge le fait qu'un atelier d'écriture va se passer au sein de l'établissement. C'est pas elle qui l'anime, mais c'est elle qui va s'occuper de l'organisation, qui va du coup aller, qui a réalisé un peu des personnes qui participent. Et du coup, elle participe et elle-même, elle évolue grâce aux personnes qui participent à cet atelier sur sa pratique de la langue française, de l'écriture. Il y a plein de choses qui sont possibles. À chaque fois, l'idée, c'est de s'adapter aussi à la personne qui vient. Bien sûr, il faut un cahier des charges très clair au départ, mais il faut aussi se laisser la possibilité, je pense, de
d'évoluer avec le jeune qu'on accompagne. Il faut une certaine souplesse quand même dans la personne accompagnée. C'est des choses que nous, animateurs, normalement, on sait un petit peu faire aussi, parce qu'on le fait avec l'accueil des stagiaires, on le fait avec les bénévoles, même si, bien sûr, c'est toujours pas la même chose, mais il y a quand même des compétences qui nous sont propres à nous, animateurs, qu'on peut utiliser pour accompagner les volontaires en service civique. Je vais réintervenir aussi. Myriam, je t'invite éventuellement à faire la réponse en écho à Pauline, et puis chacune de vous orienter sur une conclusion, peut-être un point pour conclure cette séquence, et qu'on passe aux questions derrière, à laquelle vous pourrez répondre au même titre que Cécile ou Mika, selon les demandes. Myriam, je te relaisse la parole. Oui, ben voilà, ces jeunes, c'est vraiment un atout dans nos structures, et justement, ils apportent autre chose, un nouveau souffle. Après, comme disait Pauline, dans l'accompagnement des personnes âgées ou des bénévoles, des stagiaires, des choses comme ça, je pense qu'on a vraiment une compétence pour repérer en fait les potentialités des personnes, se baser sur ce qu'elles ont envie, ce qu'elles sont encore... ce qu'elles peuvent faire, et pas forcément voir ce qu'ils ne peuvent plus faire, et ça ouvre vraiment le champ des possibles. Et puis dans nos secteurs où concrètement, et puis ça sera ma conclusion, où il y a un manque de vocation, il y a aussi le métier d'animateur qui n'est pas forcément connu. Nous, ça nous permet aussi de mettre le pied à l'étrier à certains jeunes, en leur faisant découvrir ce métier et en les accompagnant vers une formation si c'est quelque chose qui leur plaît. Et on voit Pauline qui a commencé en tant que service civique et qui en a fait sa profession. Donc, c'est vraiment un atout, en fait, ce genre de partenariat, mais il faut que tout le monde soit clair sur les missions de chacun, et qu'il y ait vraiment un accompagnement, et que ces jeunes ne soient pas laissés seuls dans des structures où ils peuvent être en difficulté, et puis être confrontés à des choses pas très drôles des fois. Accompagner des personnes âgées, c'est pas toujours facile, et aussi que ce qu'ils proposent soit adapté au public qu'on accompagne. Pour conclure du coup très rapidement, hyper synthétisé par Myriam, donc c'est formidable. Oui, en effet, moi j'ai fait mon service civique volontaire, et c'est parce que j'ai fait mon service civique volontaire que j'ai ensuite passé mon BPGEPS animation sociale, et que j'ai du coup depuis 10 ans que je travaille dans les maisons de retraite. Donc oui, ça marche. Et puis pour terminer, en effet, un service civique, ça ne remplace pas un animateur. Par contre, c'est un appui, un support, et en plus encadré par un animateur, ça fait que des trucs super. Bon, et bien voilà, merci à tous les intervenants. On a quand même respecté un timing très correct là-dessus. Donc c'est le moment où vous pouvez poser des questions. Donc pour ceux qui n'étaient pas là lors de l'introduction de Cédric, si vous voulez prendre la parole, on vous invite à utiliser la main qui se trouve sous les images, au milieu des icônes qui sont proposées. Donc n'hésitez pas, il y en a qui ont déjà posé des questions pendant la conférence sur le chat. Il y a des réponses qui ont été apportées. Cédric, Sylvie, s'il y a des questions qu'on n'aurait pas traitées, que je n'aurais pas vues, n'hésitez pas aussi à les relayer. Il y a une dernière question qui a été posée. Mais tu y as répondu. Le replay sera disponible sur la chaîne YouTube. Il n'y aura pas de compte-rendu écrit de la GACConf en revanche. Et donc pour ceux qui n'ont pas aussi le programme tout à fait en tête, on vous invite à rester après cette séquence d'échange. Il y a une séquence aussi très attendue sur la charte et les repères déontologiques qui va commencer dans quelques minutes. Oui, alors il y a quelques précisions qui apparaissent dans le chat. L'accueil de service civique se fait en binôme. Ça, c'est une politique interne, Cécile, sauf erreur de ma part. Alors, je vais répondre. Oui, merci. Alors, en effet, pour nous, c'est l'idéal. Si vous voulez qu'il y ait un vrai accompagnement en modalité 2 avec de l'intermédiation, on met à disposition notre agrément et l'accompagnement est beaucoup plus approfondi. En effet, il faut que ce soit un binôme de volontaires. Pourquoi on insiste sur le binôme ? C'est parce qu'en fait, les missions se passent beaucoup mieux. C'est même recommandé par l'agence du service civique parce que les jeunes ne sont pas
sont pas seuls, ils sont pas isolés. Quand ils font des visites en chambre, au début, ils sont en effet avec un animateur ou un personnel de la structure. Mais après, ils deviennent de plus en plus autonomes et ils font les visites, de manière autonome. L'idée, c'est qu'ils soient pas seuls, parce que s'il se passe un souci, s'ils se retrouvent en difficulté, il y a l'autre volontaire qui peut réagir et prendre le relais. Donc ça, c'est vraiment l'un des points positifs du binômat. Après, il n'y a pas d'obligation non plus si vous êtes en modalité 1, donc si vous avez votre propre agrément, vous pouvez accueillir un volontaire seul. Voilà, il n'y a pas d'obligation sur ça. 2 autres questions dans le cas d'une structure à but lucratif, peut-on trouver une alternative similaire et peut-être à répondre en même temps, en milieu rural, arrivez-vous à trouver à chaque fois 2 jeunes? Ça fait sourire, je vois. Personne n'y arrive sauf Michael. Ouais. Voilà. On a la caméra. Dans le milieu rural, on a aussi la problématique des transports. Voilà, concrètement, pour des structures qui sont un peu éloignées des villes ou des choses comme ça, bien souvent, c'est des jeunes qui n'ont pas le permis et voilà, c'est une des problématiques s'il n'y a pas de transport en commun ou de car pour accueillir ces jeunes. En fait, il y a des réalités très différentes d'un territoire à un autre. Par exemple, pour Tours, il n'y a aucun souci, il y a beaucoup de jeunes, il y a une grosse université, etc. Donc pour la Touraine, ça se passe plutôt bien, même en milieu rural. Amboise, Château-Renaud, c'est des petites villes un peu isolées et il n'y a pas de souci. Par contre, pour Blois, alors que c'est quand même une ville de 60 000 habitants, on essaie de recruter 12 volontaires pour l'hôpital. On n'y arrive pas concrètement, le service civique est moins développé. En zone rurale aussi, c'est un peu plus compliqué. En effet, il y a la question du transport. Là, pour essayer de pallier à la situation, SC2S propose une aide de 100 € aux volontaires, c'est-à-dire que la structure qui accueille les volontaires va payer 100 € aux volontaires tous les mois pour qu'ils puissent se déplacer plus facilement et nous, on rembourse la structure. Donc, on essaie de pallier de cette manière-là, mais en effet, c'est plus compliqué, ça va varier vraiment d'un territoire et d'une zone géographique à une autre. Nous, sur certains endroits, on n'arrive pas à recruter et sur d'autres, on y arrive. Alors après, il faut en effet mobiliser l'ensemble des acteurs, notamment de la jeunesse, les médias, le bouche à oreille, et puis aussi le personnel dans les EHPAD pour qu'ils diffusent les annonces et que ça se passe bien. Et pour répondre à votre question sur les structures à but lucratif, malheureusement, non, il n'y a pas d'alternative similaire. Une autre question de Sarah, vous êtes un support par rapport à une aide à l'accueil au service civique, point d'interrogation, à l'inverse de passer par le service civique classique, point d'interrogation, et on a l'air d'insister sur le fait vraiment que vous accompagnez vraiment les établissements, les structures dans la mise en place du dispositif. Ça reste le même... l'inverse de passer par le service civique classique, il y a un seul dispositif, il y a le service civique, c'est un dispositif qui existe, un dispositif public. Et en fait, nous, on est juste une mobilisation d'acteurs et une équipe de salariés qui développe le service civique auprès des personnes âgées, mais c'est le même service civique. Enfin, je ne sais pas ce qui est entendu par le service civique classique. On propose un accompagnement pour que vous accueilliez des volontaires. C'est dans le cadre du dispositif légal, c'est juste qu'on apporte en plus un accompagnement plus poussé, notamment avec le socle dont on parlait tout à l'heure, pour les volontaires et pour les tuteurs. Et puis, un accompagnement tout au long de la mission selon vos besoins. Et puis, cette possibilité de mettre à disposition notre agrément si vous n'en avez pas. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question ou si la personne veut préciser. Parce que c'est vrai que des fois, ça colle. Tu as été efficace, Cécile. Okay. Tu es remerciée. Oui, Michael. Alors, juste pour ajouter une petite chose par rapport au binôme, en fait, là aussi, on aide les structures sur l'aspect financier en prenant en charge les prestations de subsistance.
Donc les prestations de subsistance, c'est les 107 € que la structure doit payer aux volontaires chaque mois, sachant que l'État paye de son côté 470 €. Du coup, nous, on va prendre en charge 50% de ces prestations de subsistance si vous créez des missions dans votre structure et si vous accueillez un binôme de volontaires. Par contre, si vous accueillez qu'un seul volontaire, on ne prendra pas en charge la prestation de subsistance. On peut même aller jusqu'à 100% de la prestation de subsistance, donc on paiera totalement les 107 € si le volontaire est dit éloigné, donc s'il est en situation de handicap, s'il n'a pas de diplôme, s'il est de zone rurale revitalisée ou de zone urbaine prioritaire. Ça, c'était un point important. Je vois plus de questions dans le chat. Il est 12h05, à moins qu'il y ait une personne qui veuille utiliser la main levée pour une dernière question qui serait importante. Je vous propose, Cédric, de te laisser la main sur la deuxième séquence. Peut-être que Bernard, en plus, voudra réagir en introduction à la séquence aussi sur le dispositif de service civique. Donc, je te laisse la main. Alors, je ne savais pas que je pouvais poser une question par rapport à la séquence. J'utilise la petite main qui était en bas. Je n'ai pas osé. Non, merci vraiment à ce partenariat SC2S parce qu'on y croit. On croit au fait qu'il faut laisser la place. Il faut faire de la place, pas laisser. Faire de la place aux jeunes, les accueillir. Il y a deux volets, je le disais tout à l'heure, le bac pro animation, les BPGEPS, les DUT, les BUT, etc. Naturellement. Et ce partenariat, il est important pour nous. D'un point de vue technique et d'un point de vue idéologique, il est important pour nous parce que voilà, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est elle qui va apporter un certain nombre de solutions. Je pense juste, c'est un petit complément, si je peux me permettre d'utiliser un petit peu ce moment-là, mais je pense que les équipes d'animation peuvent s'emparer des projets en allant, on parlait de milieu rural, nous on est dans un milieu rural, ça vaut le coup d'aller faire du lobbying, d'aller nous au collège, d'aller nous dans les lycées qui sont probablement autour de nous, pour aller parler à la fois des bacs pro, mais aussi des possibilités de service civique. Et là, je prends ma casquette de chef de service où j'aurais tendance à dire, faisons attention vraiment à ne pas créer des chevauchements de métiers. L'animateur, c'est vraiment un professionnel de l'animation. Un service civique va pouvoir effectivement venir en complément, en sus d'activité, mais il n'a pas se substituer à l'animateur qui est en place. Et pourquoi ? Pour plein de raisons, notamment celle de ne pas créer un besoin, parce que les services civiques, sauf erreur de ma part, peuvent rester 6, 8 ou 12 mois. Ils n'ont pas vocation à rester au départ. Peut-être que certains trouveront des vocations. Mais il faut vraiment utiliser le dispositif à bon escient, sans créer non plus un besoin de terrain qui ne pourrait pas être pourvu dans le temps. Voilà, c'est sur une échéance courte et moi je suis convaincu de l'efficacité de l'accueil de ces jeunes. Mais ça va de pair avec la seconde séquence, qui est le renouveau, le toilettage, l'évolution de la charte de l'animation en gérontologie, entamée il y a bon nombre d'années par le GAG et menée particulièrement par Bernard. Voilà, donc on est sur ce tempo-là, de réinterroger à la fois les pratiques, c'est ce que l'on fait sur le terrain, mais on le fait depuis plusieurs années au niveau du GAG, notamment je pense aux États généraux, aux seconds États généraux, et la charte de l'animation...